Monsieur Dain, bonjour. Je suis professeur Karim Sabri de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSPE Casablanca. Je suis votre professeur de macroéconomie. Ce cours est destiné principalement au S2, groupe A et B. Et là, on est au niveau de la séance numéro 8. Donc, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse email en cas de besoin. Il y a eu lieu, bien sûr, d'une introduction dans laquelle nous avons distingué la micro et la macroéconomie. Il y a aussi lieu d'un chapitre sur les agents économiques et la macroéconomie, dans lequel nous avons défini les différentes catégories d'agents, leurs fonctions principales, leurs ressources. Et bien entendu, il y avait un premier exercice concernant ces deux premiers chapitres introductifs, avec la correction, bien entendu. Il y avait aussi un chapitre 2 sur les différentes catégories de circuits économiques, simplifiés, complexes, ouverts, ainsi que l'équilibre macroéconomique par rapport à ces catégories de circuits. Et aussi, nous avons clôturé ce chapitre par un exercice, bien entendu, et avec la correction de l'exercice que vous trouvez dans les vidéos précédentes. Alors, la séance dernière, nous avons commencé un chapitre sur les agrégats et les ratios macroéconomiques. Nous avons bien entendu commencé par une introduction, définir les agrégats, les objectifs des agrégats, quelques, bien sûr, termes en lien avec agrégat brut, net, etc. La valeur ajoutée microéconomique sans calcul avec un exemple. Valeur ajoutée macroéconomique, comme nous pouvons le constater par rapport au compte de production. Quelques, bien sûr, définitions d'agrégats économiques en lien avec la valeur ajoutée, bien entendu. Le schéma pour compléter les informations que nous avons déjà présentées. Et nous sommes arrivés aux bénéficiaires de la répartition de la valeur ajoutée, qui sont le personnel, l'État, la banque, les associés et l'entreprise elle-même. Donc, nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Bien. Alors, maintenant, nous allons attaquer toujours la valeur ajoutée et les participants à cette valeur ajoutée. Alors, les enjeux de la répartition de la valeur ajoutée, pourquoi on va répartir la valeur ajoutée, quels sont les bénéficiaires de la valeur ajoutée. Premièrement, il y avait les salariés. Deuxièmement, il y a l'État. Et ici, 1, 2, 3, il y a une série d'autres agents économiques qui sont des apporteurs de capitaux. Les associés, actionnaires, les banques, l'entreprise elle-même. Et vous verrez que même l'État peut encore, bien sûr, évoquer à ce niveau-là, mais qui est différent de la première participation de l'État dans la production. Je n'ai pas compris. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, à la barakatillah, la séance commence. Cette séance va plus être liée aux différentes composantes de la valeur ajoutée, mais une autre façon d'interpréter la chose. Regardez avec moi ce schéma, s'il vous plaît. La valeur ajoutée, elle est composée de trois grands blocs. Ici, la séance avant, il y avait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 points, qui sont les différentes composantes de la valeur ajoutée. Ici, dans cette présentation, nous allons présenter la valeur ajoutée autrement en trois grands blocs. Un premier, un deuxième et le troisième qui englobe tout ça. C'est pour cela, dans la présentation aujourd'hui, à titre introductif, je vous ai dit qu'il s'agit là des apporteurs de capitaux. Et ici, c'est quelqu'un qui apporte le travail, donc les salariés. Ici, c'est quelqu'un qui a participé d'une façon indirecte à la production, c'est l'État. Donc, différents agents et leur participation. Donc, dans le schéma, je vais prendre les trois blocs, trois principaux composantes ou bien principales composantes de la valeur ajoutée. La première, c'est rémunération des salariés.
Voilà, salaire. Deuxième, c'est l'impôt sur la production, destiné à l'État pour sa participation indirecte. Dans quoi? Dans la production. C'est pour cela qu'on parle d'impôt sur la production. Il y a un nouveau agrégat appelé l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, c'est quoi l'EBE? C'est l'excédent brut d'exploitation, comme son nom l'indique, et il est là pour rémunérer tous les apporteurs de capitaux. Et ici, je vous ai donné la liste, explicitement parlant. Premièrement, dividendes. Les associés auront une partie de la valeur ajoutée parce qu'ils ont participé à quoi? Bien sûr, excédent brut d'exploitation, j'ai dit, il est là pour rémunérer les apporteurs de capitaux. Bien, ils ont apporté un capital. Deux, des intérêts versés aux prêteurs, c'est-à-dire les banques. Elles aussi ont participé au capital de l'entreprise, donc une partie de l'excédent brut d'exploitation. Trois, une partie de l'excédent brut d'exploitation, c'est pour rémunérer impôt sur les sociétés. Pour rémunérer qui? L'État, bien entendu, l'IS. Messieurs, État ici et État ici. Pourquoi? Parce que ici, on rémunère l'État pour sa participation à la production. C'est un impôt que vous payez coûte que coûte. Vous êtes en situation déficitaire, vous réalisez des bénéfices, vous subissez des pertes, on s'en fout. Il y a un impôt sur la production que vous devez payer. Par contre, ici, qu'est-ce qui justifie cet impôt? C'est les infrastructures, c'est la sécurité, etc. Par contre, ici, l'impôt sur les sociétés, l'IS, quand vous allez voir en fiscalité, c'est un impôt avec un lien, bien sûr, avec le bénéfice. Si vous réalisez un bénéfice, vous payez l'impôt sur les sociétés. Si vous avez zéro bénéfice multiplié par un taux, 36, 37, 38, ça dépend, alors vous n'aurez rien à payer. Donc, c'est un impôt lié au résultat, de 1. De 2, il sert à quoi? Il sert à rémunérer, à payer l'État. Pourquoi? Pour sa participation à la production? Non. Ici, c'est pour sa participation au capital. Est-ce que l'État peut participer au capital? Ben oui, bien entendu. Si on a des entreprises qui ont une grande importance pour l'économie, on parle des aides de l'État pour ces entreprises-là. Renault, pour la France, par exemple. Donc, Renault, quand il était concurrencé par des entreprises asiatiques, américaines et tout ça, l'État français a dû l'aider pour ne pas déclarer faillite. Si elle déclare faillite, c'est des familles au chômage. Et l'État doit, bien sûr, s'y venir à leurs besoins. Donc, c'est mieux d'aider l'entreprise pour ne pas déclarer faillite. Grâce à quoi? Grâce à des subventions. Les aides, les subventions. On parle des subventions d'exploitation. Ce sont des subventions en lien avec les charges d'exploitation pour ne pas, par exemple, tomber dans une situation de BFR, besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire on a des charges d'exploitation plus importantes que les produits d'exploitation. Donc, l'État va aider au niveau salaire, au niveau cotisation sociale, au niveau impôt, au niveau loyer même et tout ça. Donc, au niveau des charges d'exploitation, c'est pour cela qu'on parle des subventions d'exploitation. Mais il y a aussi une deuxième catégorie d'aide de l'État. Ça s'appelle les subsides en capital ou bien les subventions en capital. C'est la même chose. Donc, l'État peut aider par rapport au capital. Donc, on est plus dans la classe 1 par rapport au bilan et pas dans la classe 6 par rapport au CPC. Donc, ceux qui aiment la comptabilité vont mieux comprendre. Bien. Alors, l'État peut intervenir dans le capital. C'est ce que nous avons fait ici. Nous allons rémunérer l'État grâce à sa participation dans le capital. C'est vrai que l'État peut participer directement dans le capital, mais aussi d'une façon indirecte. S'il n'y a pas l'État, il n'y aura pas la Banque nationale, il n'y aura pas les banques commerciales, il n'y aura pas un financement des entreprises, tout simplement.
Donc, l'État participe d'une façon indirecte dans les marchés bancaires, les marchés financiers, tout ça, pour les financements des entreprises, de leurs investissements, ainsi de suite. Donc, il faut payer un impôt sur les sociétés qui sert à rémunérer, bien sûr, l'apport direct ou indirect et la participation directe ou indirecte de l'État dans le capital des entreprises. Bien. Et en dernier lieu, nous avons ici l'épargne de l'entreprise. C'est quoi ça? C'est ce que j'avais appelé l'autofinancement dans la séance précédente, qu'on peut aussi appeler les réserves. Ils servent à quoi? À rémunérer qui? L'entreprise. Parce que l'entreprise, grâce à elle, il y avait réunion de tous les facteurs de production, principalement le capital, voilà, et l'excédent brut d'exploitation. C'est pour rémunérer les apporteurs de capitaux. Donc, on rémunère l'État, l'État, oui, mais aussi l'entreprise grâce à son apport. C'est l'entreprise qui avait, bien sûr, présenté toutes les conditions pour avoir le capital, les machines, les travailleurs, ainsi de suite. Bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, c'est la contrepartie de quoi? De l'utilisation des réserves. Pourquoi l'entreprise va constituer des réserves? Pour assurer des investissements productifs. Vous utilisez des machines pour produire les tables. Après quelques années, les machines sont totalement amorties. Vous êtes toujours la menuiserie X, par exemple. Et quoi? On doit emprunter pour acheter des machines? Non. Il n'y a pas mieux que constituer l'autofinancement pour remplacer les machines. Donc, on parle d'un investissement productif, l'achat des machines, matériel, installation, outillage, ainsi de suite. En attendant que les machines arrivent à leur amortissement total, vous pouvez placer votre argent à la bourse, par exemple, à la banque, bien sûr, avec des intérêts. Pourquoi? Pour rentabiliser votre argent. Bien. Donc, c'est l'utilisation des réserves ou bien de l'épargne de l'entreprise. Je vais maintenant laisser une traçabilité par rapport à la première composante, deuxième composante et troisième composante de la valeur ajoutée. Alors, première composante, rémunération des facteurs travail. Ce sont les salaires et les compléments de salaire. Exemple, écoutez, quand vous êtes déclaré chez une entreprise, on va vous prélever une partie de votre salaire pour vous couvrir au niveau social. Hein, quand il y aura accident du travail, quand il y aura maladie, accouchement, etc., on va vous couvrir. Grâce à quoi? Grâce à des prélèvements effectués sur votre salaire. Donc, il y aura lieu de ce qu'on appelle la cotisation sociale salariale. C'est le salarié qui paie pour lui-même. Mais, le patron aussi fait la même chose pour vous. Et parfois, en général, il paye beaucoup plus que vous. Pourquoi? Pour vous couvrir au niveau social. Alors, on parle des cotisations sociales patronales. Donc, ça fait partie d'un supplément, hein, d'un complément de salaire et ça fait partie des salaires sociaux. Bien. Alors, il faut les prendre en considération. Pourquoi? Bien entendu, parce que quand le ménage, quand le salarié va remplir quelques conditions, il aura à bénéficier, bien entendu, de ces cotisations sociales. Quand il aura un accident, quand il est malade, etc. Bien. On comptabilise aussi dans la rémunération du facteur travail les rémunérations qui sont en provenance des activités libérales, indépendantes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des ménages qui peuvent travailler en tant que patron d'un salon de coiffure, etc. Vous vous en souvenez de cet exemple? On l'avait évoqué pour les entreprises individuelles, personnes physiques. Il peut arriver que ce chef de ménage, qui est en même temps patron de son propre salon de coiffure et qui peut travailler avec les coiffeurs. Alors, il aura deux catégories de revenus. Un revenu en tant que chef d'entreprise, donc pour sa participation et son apport capitalistique, c'est lui qui avait apporté le capital, Rasmel, et aussi son apport en tant que travailleur. Il travaille avec ses mains. Donc, on parle bien sûr
d'un apport de travail, d'un moyen de travail, donc sa main, etc., son effort physique, alors là, il aura un salaire. Donc, il y aura un mixage. On parle de rémunération mixte lorsqu'il y a une confusion entre l'apport capitalistique en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant, et aussi l'apport du travail, donc le travail physique, etc. Donc, il y aura confusion entre le salaire qui est rémunération du facteur travail et les dividendes ou bien bénéfices qui est l'apport capitalistique et la rémunération de cet apport capitalistique. Donc, c'était le premier bloc, rémunération des salariés. Maintenant, nous allons passer au deuxième bloc, impôt sur la production. Il s'agit bien entendu de rémunérer l'État, de payer l'État, quel que soit le résultat. Vous êtes gagnant, perdant, on s'en fout. Il y a des droits d'enregistrement, par exemple, à payer. Il y a des contributions économiques territoriales à payer. ضريبة ديال الصحراء معروفة في المغرب. Maintenant, il y a aussi des impôts pour les catastrophes naturelles, ainsi de suite. Donc, ce sont des impôts, en fait, que l'État va vous exiger. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier de l'utilisation de ces services. On parle des services régaliens, on parle de l'infrastructure, on parle bien entendu de la sécurité et d'autres services assurés par l'État. Donc l'État intervient d'une façon indirecte à la création de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise et nécessite la rémunération. Et il s'agit là de ce que j'avais appelé impôt sur la production. Troisième bloc, excédent brut d'exploitation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un agrégat, entre autres, qu'on peut utiliser en analyse financière, qu'on peut utiliser ici en macroéconomie. Et cet agrégat-là, il sert à rémunérer les apporteurs, les différents apporteurs de capitaux, comme j'ai explicité. Je vais revenir sur ça encore une fois. Mais, vous savez, messieurs, dames, que la valeur ajoutée est égale à le bloc A plus le bloc B plus le bloc C, n'est-ce pas? À quoi est égal à le bloc C? Le bloc C est égal à ça moins A et B, n'est-ce pas? Mathématiquement, c'est faisable. J'ai ici 100, j'ai 20, j'ai 20. Combien j'aurai ici? 60, parce que le total, c'est 100. 20 plus 20, ça fait 40. Obligatoirement, je dois avoir ici 60. Donc, 60, comment je peux calculer 60? C'est valeur ajoutée 100 moins 20 plus 20. Alors, comment on peut calculer l'excédent brut d'exploitation, théoriquement parlant? C'est la valeur ajoutée moins rémunération de salaire plus l'impôt sur la production. Bien, regardez. Excédent brut d'exploitation est égal valeur ajoutée moins le coût du travail, combien ça nous a coûté le travail, c'est-à-dire la rémunération des salaires, plus quoi? Plus l'impôt sur la production. Bien, bien. L'excédent brut d'exploitation que je viens d'expliciter, il sert à rémunérer, à payer tous les apporteurs de capitaux en rouge, les actionnaires, dividendes, les prêteurs, c'est-à-dire les banques, les intérêts, l'État, j'avais parlé bien entendu de l'impôt sur les sociétés, l'entreprise elle-même, l'autofinancement ou bien les réserves. Bien, bien, bien. Maintenant, je vais juste voir si vous avez bien maîtrisé le volet théorique avec une petite application. Exemple de calcul de la valeur ajoutée. J'ai ici deux entreprises qui constituent une économie imaginaire. J'ai Meunerie, Meunerie ça veut dire les moulins, Matahin al-Maghrib, et j'ai la boulangerie X. Et j'ai un certain nombre d'agrégats que nous allons voir pour pouvoir calculer, premièrement, la valeur ajoutée de Meunerie Matahin al-Maghrib et deuxièmement, calculer la valeur ajoutée de la boulangerie X, principal client chez Meunerie Matahin al-Maghrib. Je n'ai pas compris, monsieur. OK. Donc, Matahin al-Maghrib, Meunerie, dégage plusieurs dépenses. Elles ont des salaires à payer à hauteur de 10 000 dirhams, des taxes à payer à hauteur de 5 000 dirhams. Elles réalisent un chiffre d'affaires comme suit. Les ventes au grand public, 20 000 dirhams. Les ventes à une boulangerie X principalement, principal client de Matahil Maghrib, 40 000 dirhams. On vous demande en premier lieu
de calculer la valeur ajoutée de Meunerie Matahil Maghrib. Je continue l'exercice. La boulangerie X, quelques informations dessus. Les salaires, elle a dégagé une masse salariale de 70 000 dirhams. Taxes, 20 000 dirhams de taxes. Achat de farine, 40 000 dirhams. Elle les achète où? Ah ben, la boulangerie X achète 40 000 dirhams de farine chez Matahil Maghrib. Ah, d'accord. De quoi s'agit-il par rapport à son chiffre d'affaires, boulangerie X? Son chiffre d'affaires, elle est de combien? Elle vend du pain à hauteur de 370 000 dirhams. Valeur ajoutée à calculer pour Matahil Maghrib et pour boulangerie X. À titre de rappel, la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Donc, vous allez appuyer sur pause, vous allez faire l'exercice et par la suite, on va le corriger ensemble. Merci de le faire, hein, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Appuyez sur pause et attendez un petit peu. Je vais faire le nécessaire après. À tout de suite. Bien. Alors, pour ceux qui ont essayé de faire l'exercice, il faut rappeler que dans la consommation intermédiaire, on a la matière première, on a l'énergie, on a les produits semi-finis, n'est-ce pas? Est-ce que le salaire fait partie de ces consommations intermédiaires? Non. Est-ce que les taxes font partie? Non. Alors, qu'en est-il par rapport aux ventes? Il y a deux catégories de ventes, mais dans tous les cas, le chiffre d'affaires pour Matahil Maghrib, il est de combien? Il est de 20 000 plus 40 000. Ça fait combien le chiffre d'affaires? Ça fait 60 000 chiffres d'affaires. Et consommation intermédiaire, est-ce qu'on a quelque chose dessus? Non, on n'a rien. Donc, consommation intermédiaire est égale à 0. Alors, la première valeur ajoutée est égale à combien? 20 000 plus 40 000 moins 0. Ça fait 60 000. Bien. Maintenant, pour la boulangerie X, c'est combien son chiffre d'affaires? Ben, il est là. Production vendue de pain de 370 000. D'accord. Continuez. La consommation intermédiaire. Le salaire? Non, monsieur. Les taxes? Non, monsieur. L'achat de la farine? Ben oui, c'est une matière première. 40 000. Ah, alors, c'est combien? La valeur ajoutée, c'est 370 000 moins 40 000. Bien. Donc, Meunerie Matahil Maghrib dégage une valeur ajoutée de 60 000 chiffres d'affaires, consommation intermédiaire 0 dirham. Donc, 60 000 moins 0 dirham, ça fait 60 000. Boulangerie X. L'achat de farine, c'est sa principale consommation intermédiaire. La production vendue, c'est son chiffre d'affaires. Donc, la valeur ajoutée, c'est la production vendue moins la consommation intermédiaire. Donc, 370 000 moins 40 000. Ça fait 330 000 dirhams. Bien, bien. Maintenant, nous sommes arrivés au PIB. Donc, définition du PIB. C'est quoi le PIB? Quelles sont les limites par rapport au PIB? C'est-à-dire, il y a des auteurs qui critiquent l'utilisation du PIB en tant qu'agrégat économique. Et nous allons voir la triple vision du PIB. PIB en tant que dépenses, PIB en tant que revenu et PIB en tant que richesse créée, donc en tant que production. Bien. Alors, le PIB, il est défini comme étant sigma des valeurs ajoutées. Donc, la somme des valeurs ajoutées réalisées à l'intérieur d'un pays donné par l'ensemble des branches d'activité. Et ça constitue, en comptabilité nationale, ça constitue la principale composante de ce qu'on appelle le TES. C'est quoi le TES? C'est le tableau des entrées et des sorties. C'est quoi ça encore? Regardez. Ici, par exemple, c'est un exemple de TES, un tableau des entrées et des sorties. Un tableau, entrées, les inputs, sorties, les outputs. Donc, un tableau qui présente les entrants, al-mudkhalat, et les sortants, al-mukhrajat, par rapport à chaque branche. Ici, le TES, comme vous voyez, ça présente la forme d'une matrice. Et ici, j'ai résumé par rapport au Maroc,
Au Maroc, vous savez, monsieur Dab, il y a 48 branches et il y a 203, à peu près 203 sous-branches. Moi, je vais essayer, pour des raisons pédagogiques, de synthétiser en grandes branches la branche agriculture, pour ne pas dire secteur, branche industrie et branche service. En ligne, comme vous voyez, et en colonne. Et ici, dans le TES, il sert à quoi? Il sert à nous montrer comment chaque branche, elle va s'approvisionner au niveau entrant par rapport aux autres branches. Je n'ai pas compris. Exemple, l'agriculture, la branche agriculture. Combien elle produit? Elle produit 1000. D'accord. Grâce à quoi? Grâce à la consommation intermédiaire. Vous vous en souvenez de ça? Je consomme à titre intermédiaire. Quoi? Des produits qui sont en provenance de l'agriculture. 100. Je ne peux pas avoir des produits d'agriculture si je n'ai pas des céréales que je peux acheter, que je vais semer plus tard, etc. Bien. Je ne peux pas non plus produire des tonnes de blé si je n'avais pas utilisé des tracteurs, des camions en provenance de l'industrie. Combien? 200 milliards d'euros, par exemple. Je ne peux pas non plus, moi, l'agriculteur, produire 1000 si je n'avais pas fait recours à des banques qui m'ont prêté de l'argent. Donc, les banques font partie du service, des secteurs des services, donc 100. Ah, donc l'agriculture a dû consommer à titre intermédiaire 400. 100 plus 200 plus 100. Donc, ce sont ces entrants, ce sont ces inputs. Pourquoi? Pour produire combien? 1000. Ah, la production vendue, c'est 1000. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle la formule pour calculer la valeur ajoutée. J'ai la production vendue, 1000, moins la consommation intermédiaire, 400. Ah, j'obtiens la valeur ajoutée, 600. Très bien, très bien. La même chose pour l'industrie. L'industrie, pour produire 3000, elle avait besoin de 300 de produits de l'agriculture. Il faut nourrir, par exemple, le personnel des usines. Donc, on achète du pain et tout ça, réalisé grâce à la branche agriculture. L'industrie, elle va acheter des produits de l'industrie. Vous savez, 100, 500, 200. Ça s'appelle l'intraconsommation. Ça veut dire quoi l'intraconsommation? C'est la consommation à l'intérieur de la même branche des mêmes produits que cette branche. L'agriculture, elle produit des produits en provenance de l'agriculture. L'industrie, elle consomme des produits en provenance de la branche industrielle. Les services, 200, consomment aussi des produits ou bien des services en provenance de la catégorie 3 services. Intraconsommation, donc 100, 500, 200. Je n'ai pas compris, monsieur. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une entreprise qui produit les voitures, n'est-ce pas? Je ne peux pas produire des voitures si je n'utilise pas des ordinateurs dans mes bureaux. Alors, j'aurai besoin d'une autre, bien sûr, entreprise industrielle, Microsoft, et bien sûr, je peux lui acheter des ordinateurs. Voilà. De la même façon, cette, bien sûr, cette entreprise qui produit les ordinateurs, elle aura aussi besoin de mes voitures, les voitures de service, et elle va les acheter chez moi. On fait un échange intra-branche, au sein de la même branche. Bon, c'était 500. L'industrie aura besoin des produits réalisés par les services, 200. Donc, total de consommation intermédiaire, total des entrants, 1000. Ah, j'ai dû consommer à titre intermédiaire 1000 sortant. Pour produire, qu'est-ce qui va sortir de chez moi? 3000. C'est pour cela qu'on parle de TES. Par rapport à chaque branche, j'ai les entrants, donc 1000, et les sortants, 3000. C'est ce que j'ai réalisé comme production et j'ai vendu. Bien. Comment je calcule la valeur ajoutée? 3000 moins 1000, ça fait 2000. 3000, production vendue moins consommation intermédiaire 1000 égale 2000. Je fais la même chose par rapport au service.
Finalement, on va se retrouver avec valeur ajoutée 1 plus valeur ajoutée 2 plus valeur ajoutée 3. Et ici, c'est quoi? C'est sigma des valeurs ajoutées. Ah, OK. C'est ça ce qu'on appelle le PIB. Ah, ben voilà. Le produit intérieur brut, c'est sigma de toutes les valeurs ajoutées. Bien, bien. Mais aussi, vous pouvez le calculer autrement, les 3900. Vous prenez la totalité des productions vendues, 1000 plus 3000 plus 2000, ça fait 6000, moins la totalité des consommations intermédiaires. C'est combien la totalité des consommations intermédiaires? 400 plus 1000 plus 700, ça fait 2100. Donc 6000, la totalité des productions vendues, moins 2100, ça fait 3900. Très bien, très bien. Alors, c'était la définition du PIB par deux façons. Donc, le PIB se distingue du produit national brut. Donc, le produit intérieur brut, un natij dakhili al-kham. Le produit national brut, un natij al-watani al-kham. Il se distingue, bien entendu. Le produit intérieur brut, on a référence avec le critère de la territorialité, le lieu d'implantation. Donc, le produit intérieur brut, c'est ce qui est réalisé à l'intérieur du Maroc, داخل المغرب. Par contre, le produit national brut, c'est ce qui est réalisé grâce aux agents qui ont la nationalité marocaine. Donc, ça, c'est une première distinction. Le PIB, il est constitué principalement de ce qu'on appelle le PIB marchand, les biens et les services échangés sur le marché qui se vendent, etc. Et aussi, il y a une partie réalisée grâce à l'État. Donc, le PIB non marchand, ce sont les services fournis par l'administration publique qui sont donnés gratuitement ou quasi gratuitement. Shib, shib. Quasi, ça veut dire shib. Shib favor. Donc, mejani ou shib mejani. Alors, ça s'appelle le PIB non marchand. Et puisqu'il n'est pas vendu, il est évalué à son coût de production. Combien ça a coûté à l'État pour le produire? Donc, le PIB, il est calculé à partir des valeurs ajoutées fournies par les entreprises, comme nous avons vu dans le TES, ici. J'ai calculé le PIB, 3900. Et aussi, on ajoute quoi? On ajoute le coût de production de la partie du PIB non marchand réalisée par qui? Par l'État. Donc, le PIB, n'oubliez pas, c'est le PIB marchand plus le PIB non marchand. Bien. Quelles sont les limites du PIB? Question. Quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'on peut critiquer au PIB en tant qu'agrégat économique? Première critique, il y a une partie, bien sûr, qui n'est pas déclarée. Ah, regardez. 1, 2, tout ça, ce sont des exemples, des activités qui ne sont pas déclarées, donc n'est pas prise en considération par la comptabilité nationale et bien sûr ne figure pas en tant que richesse dans le PIB. Alors tout ce que nous ne déclarons pas à l'État va être négligé dans le PIB. Donc le PIB ne présente pas vraiment la vraie richesse créée dans un pays donné. Qu'est-ce qu'on ne déclare pas? Qu'est-ce qu'on ne prend pas en considération au niveau comptabilité nationale marocaine? Le travail non rémunéré, donc les domestiques, les grands-mamans, les mamans et tout ça, elles font un travail colossal à la maison et chaque fois que tu demandes, on va vous dire, elles ne travaillent pas, bidon, elles ne font rien. Au contraire, même les domestiques, les femmes, les bonnes, vous les appelez les bonnes ou bien les femmes d'ouvrage, etc. Elles réalisent un travail, malheureusement, elles ne sont pas déclarées, elles n'ont pas leurs droits et tout ça. Donc, c'est une richesse qui n'est pas prise en considération par le comptable national. Le bénévolat, l'amal tatawoui, il y a plusieurs activités dans ce cadre-là, surtout dans le pays, donc soit au niveau religion, soit au niveau humanitaire, etc. Et c'est un travail qui est important, qui n'est pas pris en considération dans le calcul du PIB. Troisièmement, l'autoconsommation. C'est quoi l'autoconsommation? Ce que tu consommes et tu produis toi-même. Au Maroc, par exemple, on parle de ce qu'on appelle azera al-ma'ashiyya, l'agriculture vivière. Tu peux avoir ton verger, ton potager, ou tu peux bien sûr cultiver des légumes dont tu as besoin. Hein? Vous savez très bien, les paysans au Maroc, ils assurent bien sûr tous les biens dont ils ont besoin.
au niveau viande, au niveau légumes, au niveau lait, au niveau des œufs, etc. Donc, c'est une très grande partie de l'autoconsommation qui va bien sûr être négligée dans le calcul du PIB puisqu'elle ne transite pas sur le marché. 3. La production encaissée en liquide, surtout quand elle n'est pas déclarée. Quand vous payez quelqu'un en liquide, vous ne laissez aucune trace. Il ne va pas le déclarer à l'État pour ne pas payer des impôts et ce n'est pas pris en considération comme richesse créée par l'entreprise. C'est pour cela la majorité des entreprises préfèrent des paiements en liquide. Alors, 5. Le travail au noir, des personnes qui travaillent qui ne sont pas déclarées, ni leurs droits, ni les impôts, ni rien. Et aussi, finalement, il y a les activités illégales, donc la prostitution, la vente de drogue, etc. Donc, je récapitule. Ça, c'est la première limite du PIB puisqu'il ne prend pas plusieurs catégories d'activités qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas prises en considération par le comptable national marocain. Au Maroc, on parle de ce qu'on appelle l'économie souterraine ou bien le secteur informel, qui ne sont pas bien sûr prises en considération et qui ne sont pas déclarées, donc négligées au niveau comptabilité nationale et au niveau PIB. Ça, c'est la première critique par rapport à l'utilisation du PIB. Deuxième critique, ça reste une mesure globale. Il ne prend pas en considération les inégalités sociales ni leur évolution. Je n'ai pas compris. Bon, je vais vous expliquer ça grâce à un exemple. Donc, le PIB, c'est aussi le RIB, c'est le revenu intérieur brut. On l'avait déjà dit. Alors, si je suppose qu'en Égypte, le PIB a augmenté de 3%, de 2%, de 1%, cela veut dire que le RIB aussi a augmenté de cette valeur. Qu'est-ce qu'on pouvait croire? On pouvait croire que lorsqu'on a augmentation du PIB, on a aussi augmentation des revenus de toutes les classes sociales. Mais si vous analysez la réalité, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une petite partie de la population qui a pu bénéficier d'une augmentation de leurs revenus, des chefs d'entreprise, des personnes du gouvernement, des ministres, etc., et pas toute la population. Et finalement, là, on voit très bien que cette mesure du PIB avait camouflé, avait caché les inégalités sociales et leur évolution au sein d'une société donnée. Donc, on peut très bien avoir un PIB moyen qui augmente, alors que les revenus qu'il est censé mesurer, qu'il est censé présenter, ils diminuent pour la majorité de la population. Donc, d'où quand même une certaine augmentation des inégalités camouflées par rapport à ce PIB. Maintenant, nous allons passer à la triple interprétation du PIB. Donc, le PIB en tant que dépense, en tant que production et en tant que revenu. On commence, donc si vous vous en souvenez, on avait vu ça dans les premières séances. Y, c'est l'angle de la production. R, c'est l'angle de la répartition. C, c'est l'angle de la dépense. Donc, le PIB, premièrement, c'est la somme de toutes les richesses réalisées. R, le PIB, c'est la somme de tous les revenus distribués à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Et aussi le PIB, c'est l'ensemble de ces revenus qui vont être dépensés. Donc, l'angle de la dépense, c'est ce que nous allons voir. Alors, le PIB, c'est l'angle de la dépense. Donc, vous savez très bien qu'il y a plusieurs agents résidents à l'intérieur du Maroc, les ménages, les entreprises, l'État, etc. Et le PIB ici, il va être exprimé comme la somme des dépenses finales des biens et des services de ces agents économiques, tout ce que nous achetons, etc. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Vous vous en souvenez de cette formule? Ça, c'est l'offre Y plus M. C'est tout ce qui est offert au sein d'une économie donnée. Et ça, c'est l'autre partie de la formule, c'est les emplois. Tout ce qui est produit ou importé, il va être consommé par les ménages, investi par les entreprises, vous vous en souvenez, stocké peut-être, et aussi exporté pour répondre à la demande de qui? Du reste du monde. Bien, vous allez me dire, monsieur, les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, l'État dépense pour consommer ou bien pour investir. Donc, le grand G,
il est exprimé en consommation ou bien en investissement. Ça fait? Et pourquoi, monsieur, vous avez ajouté aujourd'hui stock? Stock parce qu'à l'inventaire d'un exercice comptable, il y a des produits qui ne sont ni consommés ni investis, qui sont stockés. Ils sont produits, mais qui sont stockés chez les, bien sûr, entreprises qui les produisent. Donc, il faut les mettre aussi pour dire qu'il y a un stock qui va être consommé demain, qui va être investi demain, etc. Bien, bien. Mais où est le lien? Quel est le lien avec ce que nous allons voir maintenant? Ah oui, nous, on parle du PIB sous l'angle de la dépense. Et c'est quoi le PIB? Dans la formule, c'est quoi le PIB? C'est Y. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous pouvez calculer Y à partir de cette formule ou pas? Oui. Vous n'allez qu'à prendre le M, le mettre ici avec un signe moins et c'est terminé. Ah ben, c'est ce que nous allons faire. Donc, le PIB au prix du marché en tant que dépense, c'est la dépense de consommation finale, bien. C'est la dépense en investissement, ce qu'on appelle la formation brute du capital fixe. C'est la variation de stock, ce que nous allons dépenser demain, après-demain, ce qui est stocké aujourd'hui. C'est les exportations, c'est-à-dire les dépenses du reste du monde, et le M qui est venu ici avec un signe moins les importations. Donc, le PIB au prix du marché en tant que dépense, c'est la dépense de consommation plus la formation brute du capital fixe, plus la variation de stock, plus les exportations, moins les importations. Et c'est la première formule qui va interpréter le PIB selon l'angle de la dépense. Bien. 2. Revenu. Le PIB maintenant en tant que revenu. Je vais vous donner l'astuce. Ici, je vous ai donné l'astuce de cette formule d'équilibre pour pouvoir dégager le PIB sous l'angle de, bien sûr, dépenses. Maintenant, je vais vous donner une autre astuce. Yallah, chauffe ma bien. Vous en souvenez de ça? Ah oui, c'est vrai. Valeur ajoutée égale quoi? Égale ça, plus ça, plus ça. Ah ben, finalement, ce sont des quoi? Des revenus. Et ici, qu'est-ce que je demande? Le PIB sous l'angle du revenu. Ben voilà. Ça, c'est un revenu pour qui? Pour les salariés. Ça, c'est un revenu pour qui? Pour l'État. Et ça? Vous avez oublié? Ben oui, vous avez oublié. C'est un revenu pour les apporteurs de capitaux. Ah ben oui, c'est vrai. Bien. Donc, le PIB au prix du marché en tant que revenu, c'est le revenu de qui? Des salariés, donc rémunération des salariés, c'est salaire, plus le revenu de l'État, donc les autres impôts de production et importation, donc EPN, plus le revenu de qui? Des apporteurs de capitaux, donc excédent brut d'exploitation. Monsieur, pourquoi il y a moins de subventions? Parce que les subventions, ce sont des aides que l'État vous a données pour réaliser votre PIB. Mais ce ne sont pas des revenus. Ce ne sont que des aides. Est-ce que c'est clair? Alors, il faut soustraire les subventions. Ici, j'exprime le PIB en tant que revenu distribué. Bien, revenu pour les salariés, pour l'État et pour les apporteurs de capitaux, toutes catégories confondues. À titre de rappel, les associés, les banques, l'État et l'entreprise elle-même. Et on soustrait les subventions puisqu'il ne s'agit que des aides de l'État et ce ne sont pas des revenus. C'était la deuxième interprétation du PIB. Bien. Qu'en est-il maintenant du PIB selon l'angle de la production? Astuce. Ah ben l'astuce c'est ça. Le PIB, c'est le PIB marchand plus le PIB non marchand. On l'avait vu quelque part. Vous avez oublié. Ah ben, c'était la première slide quand nous avons parlé du PIB. Donc, le PIB, définition, vous vous en souvenez? Nous avons vu le TES et j'avais dit, définition du PIB, le PIB constitué du PIB marchand et du PIB non marchand et nous avons constaté cette formule. Bon, c'est la même que je vais utiliser. Voilà. Donc, PIB marchand plus le PIB non marchand. C'est quoi le PIB marchand? C'est tout ce que les entreprises vendent. C'est sigma de leur valeur ajoutée. Donc, sigma des valeurs ajoutées. Et le PIB non marchand, il est réalisé par qui? Par l'État. Grâce à quoi? Grâce aux impôts. Ben, impôts, voilà.
impôt sur la production. Donc, sigma des valeurs ajoutées plus impôt sur la production. Encore une fois, monsieur, vous allez soustraire les subventions. Pourquoi? Parce que ici, il ne s'agit pas d'une réelle production. Ce n'est pas votre propre effort pour réaliser la production pour le PIB. Ici, il s'agit d'une subvention qui vous a aidé à réaliser le PIB. Et ce n'est pas votre vrai effort personnel. Donc, on parle de subvention à soustraire pour calculer le PIB sous l'angle de la production. Production réalisée par rapport aux entreprises, PIB marchand, c'est sigma des valeurs ajoutées. Et deuxième composante du PIB, c'est le PIB non marchand réalisé par qui? Par l'État. Grâce à quoi? Grâce aux impôts sur les productions. Les subventions, ce sont des aides, il faut les soustraire, ça n'a rien à voir avec la vraie capacité des agents économiques au niveau production. Bien, bien. Maintenant, nous sommes arrivés, bien sûr, à un exercice. Donc, je préfère clôturer la séance ici et je vais bien entendu continuer avec cet exercice-là dans la séance précédente. Merci de votre attention et à la séance numéro 9.